mikolo tosekelaki na mosolo ya mboka Congo ekoki. Honorables députés nationaux et sénateurs, Excellences, Mesdames et Messieurs, distingués invités, le protocole d'État est honoré de vous recevoir dans ces beaux bâtiments du Musée national de Kinshasa pour la cérémonie de présentation du document de la sur les crimes graves et massifs commis à la prise et occupation du gouvernement de Bukavu par la guerre libyenne du 27 janvier à avril 2025. En fait, tu peux me rendre service. Sans te le faire le live. Mais j'arrive pas à partager. Je ne pourrais pas partager le lien. Est-ce que tu peux te connecter même sur ton Facebook et tu vas à la page du Mon accueil par les coordonnateurs du mécanisme national de lien. suivi. Oui, je peux le lire. Mot du président de la Commission nationale des droits humains. Mot de la ministre des droits humains. Présentation du document d'analyse par le ministre de la Communication et Médias. Remise symbolique du document d'analyse par les coordonnateurs du mécanisme de suivi. Mot du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, décentralisation et des affaires coutumières. Photos des familles, pause café et enfin projection du documentaire. Mesdames et messieurs, sans plus tarder, nous invitons les coordonnateurs du mécanisme national de suivi. Excellences, Monsieur le vice-premier ministre de l'Intérieur, Excellences, Monsieur le vice-premier ministre de la Défense, Monsieur le ministre de la Recherche scientifique, Madame la ministre des Droits humains, honorable rapporteur de l'Assemblée nationale, Messieurs et Madame les conseillers principaux chargés des questions juridiques et en charge des questions diplomatiques, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, représentants du corps diplomatique et des organismes internationaux, Monsieur les officiers généraux de FARDC de la police nationale congolaise, Monsieur le président de la Commission nationale des droits de l'homme,
agressions successives de la part du même voisin, avec un usage abusif des mêmes prétextes narratifs et arguments, avec le concours des groupes armés et terroristes subjectifs à vernissage congolais. Les activités militaires et paramilitaires d'invasion et d'occupation territoriale du Rwanda et de ses subjectifs M23 et AFC ont culminé à partir de la fin du mois de janvier 2021 en la prise de l'occupation sanglante et fort meurtrière des villes de Goma et de Bukavu. J'ai compris pour toutes ces nombreuses victimes congolaises de la guerre d'agression du Rwanda de prendre une minute de silence. Merci. À Goma et à Bukavu, comme à Kishiche, Bunagana, Nyabibwe et ailleurs, dans le nord et le sud, les forces spéciales rwandaises et le groupe terroriste M23 AFC ont commis l'indicible, des crimes abominables, d'une barbarie indescriptible qu'il convient de documenter pour poursuivre l'œuvre de vérité et de justice. C'est dans cette perspective que s'inscrit le document que le mécanisme national de suivi vous présente aujourd'hui pour la paix, la sécurité et la coopération pour la RDC. Ce document porte sur les crimes graves et massifs commis par les RDF-23, comme je le disais, à la prise et à l'occupation de Goma Bukavu de janvier à avril 2025 et dans les contrées alentours. Distingués invités, mesdames et messieurs, l'ouvrage que présente ce jour, les MNS, s'inscrit en droite ligne dans la commémoration et le devoir mémoriel du Genpost pour génocide commis pour des raisons économiques et des gains financiers en République démocratique du Congo par le Rwanda et ses supplétifs successifs au fil de 3 décennies d'agression impitoyable. Car un peuple qui oublie son passé est condamné à le répéter. C'est le lieu ici de saluer le travail remarquable réalisé sous l'impulsion du chef de l'État par le FONADEB et de saluer aussi son représentant. Plus de 12 millions de morts au Congo du fait des guerres et conflits successifs d'agression, c'est presque autant que la population d'un certain nombre d'États africains, voire de 2 à 3 États africains additionnels. Je n'ai pas voulu en citer pour des raisons diplomatiques. Que des crimes abominables commis sur le territoire congolais, massacres répétitifs. Aujourd'hui, la liste des massacres, du moins le nombre de victimes depuis le début de cette agression. C'est ahurissant. Oui, que des crimes abominables, massacres répétitifs, assassinats ciblés des activistes de la société civile et des droits de l'homme qui ont dû fuir Goma, fuir Bukavu, vivre en forêt, en brousse, pour se retrouver à Ovira et à Bujumbura. Il y a, je crois, parmi nous, certains, dont le MS a suivi la traçabilité
sociales occupées. Viols et violences sexuelles sont utilisés comme armes de guerre, de destruction sociale et communautaire, de multiplication des personnes déplacées internes et des réfugiés, déplacement forcé des populations, enrôlement forcé d'enfants, enlèvement des personnes, y compris des malades et des blessés dans les hôpitaux. Rien n'a été épargné aux populations de Goma et de Bukavu, ainsi que de plusieurs localités des provinces du nord du Kivu. Une véritable hécatombe. Et comme si cela ne suffisait pas, voici que les pyromanes organisent et arment de l'extérieur et veulent encore une fois mettre l'Itourie en feu et à sang. Ceux qui ont toujours voulu prendre en otage la paix du peuple congolais n'y arriveront pas. Et je me rappelle ici l'interpellation du pape François, exhortant tous ceux qui ont leurs mains sur le Congo et les enlever au thermomètre du Congo. La RDC est convaincue que si vous brûlez la case du voisin, le feu risque de se répandre également chez vous. C'est la raison pour laquelle, parmi les principes et la pratique de la diplomatie congolaise, la RDC a privilégié le bon voisinage et le règlement pacifique des différends. C'est ainsi que depuis des décennies à ce jour, elle partage avec le Rwanda et le Burundi le mouvement des barrages de Ruzizi 1 et 2 et a en perspective Ruzizi 3 dans une gestion commune. Dans la gestion commune, ce concept n'adapte pas d'aujourd'hui. Dans une gestion commune, jusqu'à ce jour, jusqu'à maintenant où je parle, à travers l'EGN, Énergie des Grands Lacs et la Cinélac, la Société internationale d'électricité des pays des Grands Lacs, avec des structures basées au Burundi, en RDC, au Rwanda, et du personnel provenant de ces trois pays. De même, avec le Burundi et le Rwanda, la RDC a convenu, depuis juillet 2011, de créer l'autorité du bassin du lac Kivu et de la rivière Ruzizi, à bâtir en cycle depuis juillet 2011, comprenant la gestion des ressources transfrontalières. Il en est de même de l'autorité du lac de Tanganyika, qui associe la RDC au Burundi, à la Tanzanie et à la Zambie, et qu'il convient de renforcer. Il convient spécialement de mentionner l'existence du traité relatif à la collaboration transfrontalière du Grand Virunga sur la conservation de la faune et de la flore sauvage et le développement du tourisme, impliquant un nombre plus élevé des parcs du Rwanda, de l'Ouganda que du Congo dans le concept de Grand Virunga. Je n'ai pas voulu énumérer le nombre de parcs qui sont contenus dans cet accord. Ce Grand Virunga permet la lutte commune et il fonctionne jusqu'à ce moment contre la contrebande et il permet aussi le partage équitable des recettes issues de la transhumance des familles bien identifiées des grands degrés, auto-argentés, sauf qu'avec les conflits, ils sont poussés assez souvent des gré ou de force à travers les frontières pour se retrouver au Rwanda ou en Ouganda. Je voudrais signaler que ce secrétariat du Nord de Rwanda, basé à Kigali, comprend une direction
un personnel provenant de l'Ouganda, du Rwanda et de la RDC. Il n'y a donc rien de nouveau sous le soleil et l'approche des élections communes ou conjointes ne date pas d'aujourd'hui. Toutefois, du côté congolais, le parc national de Virunga subit aujourd'hui les conséquences désastreuses des affres de la guerre d'agression et sa biodiversité endémique est aujourd'hui fortement menacée par les activités militaires du Rwanda et ses supplétifs de 2023 AFC. On est, mesdames et messieurs, en présence d'un véritable écocide en cours. C'est dans le même ordre d'idée que dans les sillages de la ratification du pacte signé à Nairobi en décembre 2006, créant la CIRGL, la RDC a également accepté l'intégration du protocole sur la zone spécifique de reconstruction et de développement. La RDC, tous ses États voisins, y compris le Kenya. Cette notion de zone spécifique de reconstruction et de développement comprend une approche par bassin transfrontalier de développement, BTD, dont la répartition implique tous les pays de son couteau frontalier. Il y a environ 11 bassins transfrontaliers et nous sommes en 2006. C'est-à-dire, cette notion ne date pas d'aujourd'hui. Il s'agit de transformer les zones transfrontalières porteuses de menaces et d'attaques riches en nombreux pratiques illicites dont les arbres, le chanvre et les ressources naturelles en bassins frontaliers de développement et de paix, porteurs des projets transfrontaliers de reconstruction et de développement, chaque bassin étant géré par une commission tripartite des États frontaliers impliqués. Mesdames et messieurs, la prospérité d'un pays ne s'obtient pas par l'enfermement ou dans l'enfermement, mais dans une coopération bien conçue et maîtrisée avec des partenaires sincères et de bonne foi, surtout. La RDC compte veiller avec rigueur et vigueur à ce que tous les protocoles de la CIRGL faisant partie intégrante du pacte soient appliqués effectivement, dont les protocoles portant sur la défense commune et la non-agression, la prévention du génocide, des crimes contre l'humanité, des crimes de guerre et toutes les formes de discrimination, la lutte contre l'exploitation illégale des ressources, la coopération judiciaire. Il n'y a pas de paix durable sans justice et équité dans la vérité et la bonne foi. La justice postule une rémunération équitable de toutes ressources et de tout minerai qui sort du pays. Il va sans dire que le peuple congolais ne désire pas demeurer dans la pauvreté tout en dormant sur des minerais stratégiques et rares, mais de lutter contre l'exploitation illégale, de veiller à les rentabiliser et bien le conserver pour les Congolais présents et pour les générations futures. Et pour bien en jouir et en assurant sa prospérité, le droit international reconnaît au peuple congolais, à l'État congolais, le droit de conclure des alliances et des partenariats gagnant-gagnant dans le respect mutuel de sa souveraineté et de son intégrité territoriale. Mesdames et messieurs, le grand savant Albert Einstein, avec une pertinente sagesse, rappelle la paix ne peut être maintenue par la force. Elle
de la guerre ne peut que susciter et cultiver l'esprit de haine et de vengeance. Le peuple congolais, j'en suis sûr, sortira de cette guerre plus fort qu'avant. Et la RDC pèsera de tout son poids sur la scène africaine comme cœur géopolitique et sur l'échiquier du monde. Aussi, la MNS estime qu'il est plus que temps que le Rwanda et tous ses autres voisins puissent se conformer à l'esprit et tous les autres voisins puissent se conformer à l'esprit et à la lettre de la résolution 2773 adoptée par le Conseil de sécurité en février 2025. La résolution est claire, le Rwanda doit retirer ses troupes et cesser tout appui au groupe M3 AFC. Pour terminer, je tiens pour terminer à saluer la mémoire de nos martyrs, la vaillance tenace de nos RDC, la bravoure patriotique de Ouattara et la résilience du peuple congolais. Et comme j'aime bien souvent le dire, la RDC, souvent combattue, ne sera jamais battue. La RDC restera jamais unie et debout. Que Dieu bénisse et protège la République démocratique du Congo. Que vive la RDC, je vous remercie. et massifs commis à la prise et à l'occupation de Goma et Bukavu
M23 AFC, et ce, de janvier à ce jour. Permettez-moi, avant toute chose, de penser aux premiers citoyens qui ne ménagent aucun effort afin que la République démocratique du Congo soit un pays respectueux des droits humains. Nos remerciements s'adressent aussi au professeur Tungawata, coordonnateur national du mécanisme national de suivi de l'accord d'Addis Abeba, pour avoir initié cette étude afin d'apporter lumière et clarification à ces crimes et violations graves de droits de l'homme. Comme d'aucuns le savent, les conflits armés en cours en RDC continuent à affecter gravement la population civile dans un climat de tension multiples accru depuis des décennies. Dans la partie est de la République démocratique du Congo, une offensive du groupe armé M23 AFC, soutenue par le RDF, a aggravé une situation humanitaire déjà désastreuse au nord Kivu et au sud Kivu, forçant des milliers de personnes à fuir leur foyer et portant le nombre de personnes déplacées à plusieurs millions, soit le plus grand nombre de personnes déplacées internes en Afrique. Excellence, distingués invités, à vos titres et qualités respectifs, la présentation ces jours de ces documents tombe à point nommé, car il vient compléter le travail de monitoring des violations des droits de l'homme que mène la CNDH et la famille de l'association non gouvernementale de notre société civile depuis l'occupation des Goma et Bukavu. Sans aller plus loin, puisque cette infiltration est tous ici. Nous avons vécu il y a une trentaine d'années, sont également émaillés des crimes graves, des crimes imprescriptibles, des violations graves des droits de l'homme. Tout cela est documenté. Et cet ouvrage va nous aider et nous conduire à la publication d'un rapport global dont certains cas seront soumis aux instances judiciaires tant nationales, régionales qu'internationales, afin que les auteurs répondent de leurs actes et que leur réparation soit envisagée. Pouvons-nous rappeler que l'Est de la RDC est depuis 3 décennies le théâtre de multiples violations des droits de l'homme, avec une mise en exergue des femmes et des enfants comme victimes de prédilection. Cette situation dramatique s'est accentuée dans les chefs-lieux de province du Nord, Kivu et du Sud Kivu depuis janvier et février de cette année, lors de la prise de l'occupation de cette partie du pays par l'armée rwandaise et ses supplétifs du M23 AFC. L'hécatombe délibérément causée par le Rwanda et ses alliés sur le sol congolais a créé un sort tragique pour les femmes et les filles dont la plupart ont été exécutées, ont été également violées et violentées. Les violences, les violations flagrantes des droits des enfants sont clairement constatées. L'éducation dans l'Est du pays est en péril. Les attaques contre les activistes de la société civile et des droits de l'homme sont devenues monnaie courante. Les assassinats ciblés des chefs coutumiers et la mise en place des administrations parallèles sont devenus la norme. Le déplacement forcé des populations à la suite des attaques meurtrières de la coalition RDF par M23 AFC est aujourd'hui un modus vivendi dans cette partie du pays. La trame du génocide ou génocide silencieux pour des motifs économiques et sournois par
et travailler main dans la main pour l'application effective de la loi de responsabilité et de protection du défenseur des droits de l'homme en RDC, loi promulguée par le chef de l'État le 15 juin 2023. Excellence, distingués invités, à vos titres et qualités respectifs, je nous aurais terminé ma courte allocution sans remercier l'organisateur de cette activité pour avoir, une fois de plus, associé la Commission nationale des droits de l'homme à ces assises. Il trouve ici l'expression de notre sincère gratitude. Je m'en voudrais aussi de ne pas remercier tous les partenaires techniques et financiers ici présents pour leur soutien aux activités de promotion et de protection des droits humains. À tous et à toutes, je souhaite plein succès dans l'exploitation de cet ouvrage, afin qu'il profite non seulement aux défenseurs des droits de l'homme, mais renforce la collaboration entre les autorités publiques, la communauté des défenseurs des droits humains en RDC, ainsi que les instances judiciaires à tous les niveaux, afin que justice soit faite. Que vive la République démocratique du Congo, que vive les mécanismes nationaux de suivi de l'accord cadre d'Addis Abeba. Je vous remercie. Merci. Mesdames et messieurs, nous vous invitons à suivre le mot de Son Excellence Madame la Ministre d'Éducation. Nationale, honorables sénateurs et députés, Excellences, Messieurs les vice-premiers ministres, ministres de l'Intérieur, de la Sécurité, de la décentralisation et des affaires coutumières, Excellences, Messieurs les vice-premiers ministres, ministres de la Défense nationale, Excellences, Mesdames et Messieurs, membres du gouvernement et chers collègues, Excellences, Messieurs les présidents et Messieurs les conseillers juridiques des chefs de l'État, Messieurs les coordonnateurs du mécanisme national de suivi de l'accord cadre d'Addis Abeba, Messieurs les présidents de la Commission nationale des droits de l'homme, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et représentants des organismes internationaux, distingués invités à vos titres et qualités respectifs. Nous sommes honorés de participer ce jour à la cérémonie consacrée au vernissage du livre blanc présenté par le professeur Toumaroba, coordonnateur national du mécanisme national de suivi des accords cadres d'Addis Abeba, en rapport avec les crimes graves et massifs commis à l'appui de l'occupation de Goma et de Bukavu, en vue de réprimer la volonté du gouvernement de la République démocratique du Congo, de documenter et d'identifier les auteurs, co-auteurs et complices des crimes commis à l'est de notre pays par les forces rwandaises et leurs supplétifs de l'Alliance Congo et des M23. Ce processus vient s'inscrire dans notre démarche en cours de doter la République démocratique du Congo d'un outil clair et fiable, lui permettant d'avoir un bilan exhaustif de tous les crimes qui continuent à se perpétrer sur le territoire congolais. C'est ici le lieu de vous annoncer officiellement que le ministère des Droits humains, à la fin de ce mois de mai, va présenter pour la République
démocratique du Congo, des rapports consolidés de monitoring et des références des crimes commis par des forces rwandaises, RDF, et leurs supplétifs de la AFC et M23, en violation du droit international humanitaire et des droits de l'homme. Et cela pour soutenir les grands efforts entamés devant les grands décideurs du monde et auprès des organisations internationales pour porter haut et à corps écrit la dénonciation des crimes perpétrés en RDC. Qu'il me soit permis ici de rendre mes hommages les plus déférents à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, garant de la nation et magistrat suprême, pour tous les combats qui ne cessent de livrer inlassablement jour et nuit contre les ennemis du Congo et sa détermination à devoir protéger la population et l'intégrité territoriale de notre cher, beau et grand pays au cœur de l'Afrique, la République démocratique du Congo. Il est temps pour nous de poursuivre la lutte sur cette lancée, jusqu'à des sanctions contre ces auteurs des actes odieux, des crimes humanitaires, crimes de guerre, crimes contre l'humanité, crimes économiques, crimes de génocide et de toutes les exactions perpétrées à l'égard de nos populations civiles de la partie orientale en particulier et de tous les pays en général. Depuis l'agression et l'occupation de nos territoires par l'armée rwandaise et ses supplétifs, de Bunagana à Goma jusqu'à Bukavu, suivi par la conquête de plusieurs localités dans les territoires du Sud Kivu et du Nord Kivu, le ministère des Droits humains documente et enregistre de manière permanente toutes les graves violations des droits internationaux, humanitaires et des violations des droits de l'homme, notamment les massacres en masse des civils et les bombardements avec des infrastructures socio-économiques, les écoles, hôpitaux, centres de santé, marchés publics, prisons et j'en passe. Des violations des mineurs, des violations sexuelles faites aux femmes et même aux vieillards, utilisées comme armes de guerre. Des enrôlements massifs des enfants mineurs dans la rébellion, des pillages systématiques des ressources naturelles, notamment les minéraux, les bois et autres matières précieuses. La destruction de l'environnement et des écosystèmes, faune et flore de notre pays et pourtant en ce moment des effets des changements climatiques qui menacent l'humanité, la RDC demeure pays solution face aux besoins et enjeux du moment. En effet, le ministère des droits humains, organe technique sectoriel des gouvernements en matière de la protection, de la défense et de la promotion des droits humains, a mis sur pied une commission spécialisée d'experts du gouvernement, de la société civile, des défenseurs des droits de l'homme et des journalistes, ainsi que d'autres spécialistes du droit international humanitaire, des droits de l'homme, des droits pénals en collaboration avec les familles des victimes et d'autres personnalités ayant vécu ces atrocités et vivant dans les villages, dans les quartiers, dans les communes et villes occupées, dans le but d'élaborer un rapport technique effuyé devant permettre aux juridictions nationales et internationales de sanctionner les auteurs, co-auteurs et complices nationaux et internationaux des moments proches. C'est à ce titre que j'apprécie à sa juste valeur ce travail descriptif présenté par le professeur Toubalaba, car c'est un pas de plus pour nous permettre d'étoffer davantage le travail en cours de consolidation au ministère des Droits humains, qui est une première dans les 30 dernières années de l'histoire de notre pays. Il faut signaler que l'innovation du rapport réside dans la documentation des cas avec des indicateurs précis, notamment les noms des victimes, les liens de la commission du crime,
l'identification des auteurs présumés des crimes commis, les sexes et même les parents proches ou les ayants droit des victimes. Et tout cela pour que notre pays soit en mesure de présenter un dossier complet qui répond aux normes et standards internationaux devant les instances judiciaires nationales et internationales. Cette démarche entreprise sous le leadership de son Excellence Madame Judith Soumino, la Première ministre, par le ministère des Droits de l'Homme, est un résultat des efforts diplomatiques engagés sur l'échiquier international devant les puissances internationales, les institutions internationales, régionales, pour dénoncer et freiner l'élan de la politique expansionniste et prédatrice du Rwanda et ses complices. Le chef de l'État a déployé des efforts incommensurables pour obliger les criminels à déposer les armes en vue d'épargner les fictions des compatriotes congolais innocents de ces atrocités. Et aujourd'hui, le monde entier, grâce à nos efforts, a compris que la guerre nous imposée par les Rwandais et ses complices est économiquement motivée et l'occupation. Fermer les yeux sur cette vérité réduirait au silence la cause congolaise, plébisciterait et ferait l'apologie de l'agression du plus fort et toujours la meilleure, disait Jean de La Fontaine dans sa fable et la vie. Une réalité indigne et inadaptée à notre siècle aujourd'hui. Nous sommes convaincus que les chefs de l'État, dans ses efforts en cours à Doha, aux États-Unis et auprès des organisations internationales, qu'ils aboutiront dans un avenir proche à la paix. Le rapport qui sera déposé prochainement par le ministère des Droits humains, contenant les détails techniques de tous ces crimes pour aider à prendre les mesures nécessaires en déférant les auteurs et complices devant les cours et les tribunaux internationaux et nationaux. J'en appelle alors au regard de la sensibilité et la pertinence de cette question purement d'intérêt national, à la solidarité gouvernementale et de toutes les institutions publiques et privées, des partenaires, des acteurs de la société civile et quiconque détiendrait une information sur les exactions des crimes perpétrés sur les sols congolais, de pouvoir les transmettre au ministère des Droits humains pour enrichir le travail en cours d'élaboration. En outre, je tiens à informer au public qu'au-delà des crimes énumérés commis par les assaillants contre nos populations civiles en particulier et de notre pays en général, que les informations à notre possession démontrent que malgré les processus de paix et la déclaration de principes signée par le Rwanda sous la médiation des États-Unis au lendemain, il a renforcé ses troupes sur toutes les lignes de front, lançant ainsi des offensives presque partout, avec comme conséquence la multiplicité des actes criminels et des placements massifs des populations. Ces pays agresseurs du jour le jour étant son administration fiscale et sécuritaire. D'une part, pour percevoir les recettes fiscales et non fiscales et piller nos richesses qu'ils ramènent chaque soir au Rwanda. Et à ce jour, d'expolier les patrimoines immobiliers et immobiliers de l'État. Il a déjà installé plus de 21 guichets de prescription au nord Kivu et de 3 au sud Kivu d'autre part. Quant aux services de sécurité rwandais installés dans les zones occupées, il se charge de piller toutes les activités de traitement des livrets, d'expolier les patrimoines mobiliers et immobiliers, de piller les biens des véhicules des paisibles citoyens, d'enlever et d'assassiner de toute personne qui dénonce ces crimes ou avoir un avis contraire et pourchasser tous les défenseurs des droits de l'homme dont la plupart
vivent aujourd'hui dans la clandestinité et d'autres sont contraints de fuir et de quitter leur domicile qui, sous notre encadrement, ont un mérite de soutien particulier du gouvernement. Je vous invite enfin à une conjugaison d'efforts entre tous les intervenants pour soutenir les efforts des chefs de l'État en vue de l'avènement d'une paix durable et de la justice dans et pour notre pays. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo, que Dieu fortifie son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État. Que Dieu éclaire son Excellence, Madame la Première ministre Judith Toulouka. Je vous remercie. Mesdames et messieurs, permettez-moi à présent d'inviter son Excellence, Monsieur le ministre de la Communication et des Médias, pour la présentation du document d'analyse. Honorables députés et sénateurs, Excellence Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre de l'Intérieur, Excellence Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, Excellence Madame la ministre des Droits humains, Excellence Monsieur le ministre de la Recherche scientifique, Monsieur le Président de la CNDH, Monsieur le Président du CESAC, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et chefs de mission diplomatique, Mesdames et Messieurs. Alors, en premier, il faut peut-être excuser ma tenue parce que je ne suis pas en costume cravate, mais vous comprendrez que nous sommes dans un contexte bien au-delà des avancées que nous connaissons au plan diplomatique notamment, dans un contexte où nous devons rester vigilants. Et je pense que l'activité de ce matin rentre dans le cadre justement de cette vigilance, parce que le document, sûrement que vous recevrez si vous n'avez pas encore reçu dans les heures qui viennent, est un document qui doit encore être enrichi, parce qu'au moment où nous parlons, nous assistons, en tout cas pour ceux qui les savent et qui suivent au quotidien la situation dans les parties sous occupation, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur communique régulièrement à ces sujets. Nous assistons à ce que moi je peux appeler une gouvernance par crime. Il ne se passe aucun jour sans que l'on déplore des crimes commis contre les femmes, des crimes commis contre les enfants, des crimes commis contre les patients dans les hôpitaux. Et donc, la vigilance, nous devons l'avoir de manière continue parce que nous avons peut-être entamé avec les dernières évolutions la phase d'atterrissage d'un conflit qui dure plus de 30 ans, avec des récurrences évidemment, mais avec en toile de fond des habitudes des pillages. C'est peut-être pas le lieu de revenir sur tous les détails de ce que nous connaissons de cette crise depuis autant d'années, pour nous focaliser que sur l'horreur en réalité qui s'est passée à partir de la deuxième quinzaine du mois de janvier jusqu'à ce que nous continuions de monitorer aujourd'hui. Et l'avantage, cher coordonnateur de l'UNES, c'est que dans cet ouvrage, vous recensez l'essentiel. L'essentiel, c'est que nous ne devons pas oublier. Évidemment, on parle beaucoup de paix, mais on ne parle pas toujours de justice. Il y a dans cet ouvrage un point qui est consacré sur la redevabilité. Parce que finalement, si nous pensons qu'on peut continuellement sacrifier la justice au profit de la paix,
on ne sera pas en mesure de créer des conditions de non-répétition de ces crimes. Et c'est pour ça que le travail qui est fait dans le cadre de cet ouvrage, qui est la suite d'ailleurs de certains autres ouvrages sur lesquels nous avons travaillé, où nous avons pu recenser tous les crimes commis sur, par exemple, Virunga. On n'en parle pas beaucoup, mais Virunga a été l'épicentre même de la violence, alors que c'est un patrimoine mondial protégé de l'humanité. Aujourd'hui, il y a un magnifique travail qui a été fait dans le lab à travers tous les projets Virunga qui étaient conduits par M. Emmanuel Leroy, que vous connaissez tous. Mais si nous devons réévaluer aujourd'hui ce qui a été détruit et les niveaux d'investissement que nous devons faire pour donner à ces parcs la vie qui avait quelques mois, nous parlons en termes de centaines de millions d'euros. Et donc ici, dans ces documents, le professeur et toute son équipe, on a voulu recenser les détails. Les détails de l'horreur qui a commencé par toucher les camps des déplacés. Dimanche après-midi, dans une ville qui n'avait ni eau ni électricité, nous avons tous vu des images des bombardements sur les hôpitaux. Nous avons suivi par après, parce qu'il y a un rapport qui est sorti, et d'ailleurs c'est un point sur lequel nous reviendrons chez un professeur, parce que j'ai dit que le document méritait encore d'être nourri, où même une école a été transformée en cimetière. Et lorsque nous avons fait le travail de décompte avec la ministre d'État, ministre de la Défense et de l'Éducation, on a recensé 2599 écoles touchées, avec plus d'1 million d'enfants. Et vous avez suivi qu'autour du mois de février ou de mois de mars, les parents n'étaient même plus confortables à l'idée d'envoyer des enfants à l'école parce que les enfants étaient systématiquement recrutés ou enlevés pour satisfaire aux besoins des agresseurs, d'avoir de la main-d'œuvre et d'envoyer en formation. Et donc, je ne voudrais pas revenir sur toutes les photos qui ont cet ouvrage, parce que c'est des photos qui représentent l'horreur qui a été vécue, mais je pense que le travail de la documentation qui a été fait et qui est réuni dans ces livres, c'est un travail qui doit permettre aux avocats, à tous ceux qui tiennent en tout cas à la ministre des Droits humains en face de moi, à la justice, puissent bien trouver dans ces documents de référence. Je pense qu'il existe actuellement à Kinshasa une délégation des Genèves de la mission d'établissement de fait. On en parle peut-être pas beaucoup, mais je pense que pour la première fois, nous avons obtenu, grâce au plaidoyer du gouvernement à travers la ministre des Droits humains, une mission d'établissement de fait du Conseil des Nations Unies pour le droit de l'homme. Et cette mission qui séjourne actuellement pourra trouver déjà dans ces documents, professeur Toubalora, un travail qui peut donner une indication sur l'ampleur des crimes qui ont été commis. Une mission qui deviendra une commission d'investigation au mois de septembre. Nous espérons que ces efforts, combinés aux efforts qui se font au niveau de l'électorat ou de la justice au niveau national, avec les efforts de la Cour pénale internationale, nous permettront de finalement traduire devant la justice ceux qui sont responsables. Les plus malins n'ont pas ratifié les statuts de Rome, mais parce qu'il y a toujours des supplétifs, ceux qui sont complices de ces actes, je pense que nous avons ici la possibilité de nous dire que tôt ou tard, le temps de la justice va arriver. Je voudrais peut-être pas m'étendre plus longtemps parce qu'il y a un besoin pour vous de lire et de pénétrer sensiblement ces documents, mais je pense que le travail essentiel qui a été fait ici et qui, j'espère, pourra continuer, cher professeur, parce que je parlais de gouvernance papier, il faut bien qu'on arrive à mettre sur papier tous ces dérapages qui sont commis pour que bien au-delà du travail en cours autour de la médiation, autour des négociations, nous puissions être en mesure d'avoir des responsables. Je pense qu'il n'y aura pas meilleure consolation au-delà de tous les programmes mis en œuvre par le gouvernement pour soutenir les familles des victimes que de voir les bourreaux pouvoir en répondre des moments
avec moi. Je pense que c'est par ici, Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, que j'ai terminé la présentation sommaire de cet ouvrage de plus de 100 pages et qui permettra aux uns aux autres de revivre des moments d'horreur que nous avons suivis minute par minute, des événements qui continuent de se passer dans les parties du pays qui sont sous occupation. Nous allons prier Son Excellence, le vice-premier ministre, après cette remise symbolique d'exemplaires, le premier exemplaire pour le président de la République et le deuxième pour lui-même. Il a aussi beaucoup collaboré avec nous, notamment à travers ses communiqués et évaluations. Avant qu'il ne prenne la parole, permettez-moi un petit écart. Je voudrais saluer la présence dans la salle de l'honorable Léonard Chiokito, et je prie qu'il puisse se mettre debout. Vous allez me demander pourquoi. Merci bien. Je vais succéder aussi au ministère des Droits humains. C'est une longue lignée, mais c'est le premier autour de qui nous avons publié le premier livre blanc autour de la guerre d'agression. Et avec lui, nous avons franchi les pas de la Commission africaine des droits de l'homme et du peuple. C'est avec lui que nous sommes allés plaider pour la première fois à la Cour internationale de justice et obtenir le rendu d'une ordonnance en matière d'indication de mesures conservatoires. Et ce que beaucoup oublient, c'est qu'en 2000, nous nous sommes retrouvés encore devant la Cour internationale de justice pour plaider contre l'Ouganda et le Rwanda pour qu'ils s'engagent victimes de la guerre des 6 jours. Donc ce livre blanc s'inscrit dans cette longue lignée. Moi-même, ministre des Droits humains, en 2002, nous avons eu l'honneur de commettre le livre blanc intitulé Génocide à huis clos en 2002. Mais malheureusement, cela continue. Nous ne pensions pas nous retrouver encore aujourd'hui ici, autour d'un tel ouvrage. Et nous souhaitons vraiment que la paix s'instaure pour que nous tous nous soyons en paix. Excellence, le vice-premier ministre, avec votre autorisation, j'ai un peu abusé de la parole. C'est une déformation professionnelle peut-être. Je vous en prie de pouvoir vous adresser à l'assistance. Monsieur le coordonnateur du MNS, Excellence, Monsieur le
Premier ministre, ministre de la Défense et ancien combattant, Madame, Messieurs les membres du gouvernement, honorables membres du bureau de l'Assemblée nationale, Monsieur le questeur, honorables députés nationaux et sénateurs, Mesdames et Messieurs les conseillers principaux au cabinet du chef de l'État, très chers participants à cette importante journée, à vos titres et qualités respectives. Je voudrais juste ici, je ne vais pas faire de discours, je ne vais pas lire d'ailleurs le discours prévu parce que j'estime que beaucoup de choses ont été dites, des choses très importantes, des discours ont été faits, ils ont souligné des choses très importantes. Moi, je voudrais juste qu'on avait déjà eu des pactes signés dans des cadres régionaux et où nous étions convenus que plus jamais en République démocratique du Congo, on allait prendre des armes, on allait tuer des populations, on allait violenter des enfants, n'est-ce pas, pour prison. Et on s'est lancé dans un cycle démocratique d'élection. Il y a eu les premières en 2006, par rapport en 2011, en 2018 et en 2023, et à chaque fois, en tant que nation, nous nous sommes battus pour parfaire ce cycle électoral. On a même eu, avant tout cela, un dialogue intercongolais. Nous avons, en tant que nation, consolidé un pacte républicain. Ce pacte-là nous amène, en tant que dans certaines de ces résolutions, instituer des institutions d'appui à la démocratie pour consolider ce pacte, consolider la paix, consolider la démocratie. Mais malheureusement, on a encore des initiatives macabres qui nous ramènent de 20 ans, 25 ans, 30 ans en arrière. Aujourd'hui, on a des territoires, des villes, des villages qui subissent la destruction. Parce que parmi nous, il y a des gens qui, tous ces écrits, ces décisions prises collectivement, à toutes ces résolutions et à tout cela. Donc, nous avons cette obligation et ce devoir de documenter, écrit, de rappeler chaque instant que parmi dans nos villages, dans nos pays, dans notre République, dans notre nation, il y a la souffrance, la désolation. Cette souffrance et cette désolation est le fait et l'action et les actes, les attitudes et l'idéologie de certains de nos compatriotes, mais aussi de certaines puissances étrangères et au final de l'effort. Voilà la symbolique et la nécessité de ces écrits. Je salue